Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes. La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle. Mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle. Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne. Une société raciste n'est pas la collection composite de groupes hétérogènes, mais fonctionne suivant un système de relations entre groupes de pouvoir inégales. Non, la race n'existe pas. Si, la race existe. Non, certes, elle n'est pas ce qu'on dit qu'elle est, mais elle est néanmoins la plus tangible, réelle, brutale des réalités. Et donc nous sommes sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité, dans une nouvelle émission de Sortir du capitalisme, consacrée aujourd'hui à une autre résistance, méconnue celle-ci, la résistance au travail en France sous l'occupation allemande de 1940 à 1944. Et nous sommes pour parler de ce sujet avec Michael Seidman, qui est l'auteur sur ce sujet, même si l'ouvrage évidemment traite d'aspects beaucoup plus larges que cette seule question. Donc auteur de Transatlantic Antifascism, From the Spanish Civil War to the End of World War II, qui est un ouvrage qui vient de paraître aux éditions de Cambridge University Press en 2017. Et donc qui est sur l'antifascisme, les antifascismes transatlantiques de la révolution de la guerre civile espagnole à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et on parlera également de ce livre dans une autre émission, parce que là on enregistre une série d'émissions avec Michael Seidman. On parlera donc aussi de ce livre dans une émission consacrée à une histoire critique des antifascismes staliniens d'une part et conservateurs d'autre part. Donc bonjour Michael Seidman. Bonjour. Alors pourquoi parler un petit peu de la résistance au travail en France sous l'occupation. Bon déjà, là on renvoie à l'autre émission qu'on a fait avec toi au sujet de la résistance au travail dans Barcelone en guerre et en révolution. C'est-à-dire que ce que tu proposes de manière assez générale dans tes ouvrages, c'est justement de relire l'histoire à travers le prisme notamment de la résistance au travail, et en t'éloignant notamment d'une histoire très politique, par exemple de la résistance française, dont tu parles d'ailleurs aussi dans le livre, mais disons que ce qu'ajoute ton livre par rapport à toute l'historiographie de la résistance en France, et plus généralement à l'histoire telle qu'elle se fait, c'est justement cette insistance sur la résistance au travail, sur les multiples résistances au travail, alors qui exprime quelque chose d'assez fondamental et général, c'est le refus des contraintes extérieures du capitalisme, c'est-à-dire l'obligation de vendre sa force de travail, d'aller à l'usine tous les jours, etc. Mais que tu appréhendes du coup à travers des cas très précis. Donc tu examines aussi, on invite vraiment les lecteurs et les lectrices anglophones à lire aussi la partie sur justement le refus du travail aussi aux États-Unis et en Angleterre pendant la Seconde Guerre mondiale. Et du coup ce que tu proposes, c'est aussi de relire cette période un peu de l'occupation et l'histoire de la résistance à travers justement la résistance au travail. Donc peut-être pour commencer, ça serait intéressant de voir qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans le régime de travail capitaliste pendant l'occupation, et ensuite du coup comment est-ce que ce régime de travail capitaliste sous l'occupation va se modifier, et quelles vont être les réactions des travailleurs et des travailleuses par rapport à ça.
Oui, le régime de Vichy était une réponse dans beaucoup de sens au Front populaire. Et le Front populaire, comme on a parlé la dernière mission, était un moment d'une libération partielle des ouvriers parce qu'ils pouvaient contrôler mieux leur lieu de travail et aussi avaient la semaine de 40 heures. Mais pendant la guerre, et même avant la guerre, sous la Troisième République, ils ont augmenté, ils ont cassé la semaine de 40 heures, ils ont augmenté la discipline dans les usines. Dès que le Front populaire était terminé en novembre de 1938. Et le régime de Vichy, pendant la Deuxième Guerre mondiale, encore augmenter les heures de travail et aussi la discipline dans les usines. Et moi, j'ai essayé d'examiner avec les archives de la préfecture de police à Paris des grèves et d'autres manifestations de la résistance au travail. Et ça, c'était intéressant parce que c'était une période quand les grèves étaient très dangereuses. C'est pour ça que les ouvriers français à Paris ont fait grève normalement seulement plusieurs heures par jour parce qu'il y avait la menace d'une répression et même la déportation en Allemagne si on faisait des grèves très larges et très longues. Oui, c'est-à-dire que effectivement, la spécificité de la période de l'occupation par rapport au régime capitaliste dans une démocratie libérale, c'est que il y avait en plus la menace d'une forme de travail forcé, en réalité, en Allemagne. Oui, il y avait le travail forcé en Allemagne et c'est intéressant que vous avez dit ça. Le travail forcé en France n'existait pas, sauf peut-être dans les prisons pendant la Troisième République, mais pendant le régime de Vichy, ils ont amené le travail forcé des colonies jusqu'en France. Donc, c'est ça qui a existé avec STO et aussi de menaces, comme j'ai dit, de déportation pour les travailleurs qui faisaient des troubles, comme on dirait. Oui, et là, on se retrouve dans une situation de résistance au travail qui est l'inverse de celle, par exemple, qu'on a pu rencontrer dans la guerre civile et la révolution espagnole. C'est que dans la guerre civile et la révolution espagnole, il y avait une possibilité plus large que d'ordinaire justement d'exprimer un refus du travail, une résistance au travail, d'essayer de se libérer au moins partiellement du travail. Alors que là, au contraire, c'est encore plus difficile que d'habitude de résister et de se libérer au travail. Et donc, du coup, ça va impliquer aussi des stratégies, comme tu dis, qui sont un petit peu différentes et qui, en même temps, n'en participent pas moins de cette histoire plus large de la résistance au travail. Oui, par exemple, il y avait le problème de vol dans les usines parce que pour les ouvriers urbains, la période de Vichy, la Deuxième Guerre mondiale, c'était terrible. Ils n'avaient pas assez à manger. Ils ont perdu, j'ai lu, comme 15 kilos des ouvriers d'aviation, d'aéronautique ont perdu pendant la guerre. Si je me rappelle bien, 15 kilos, c'était énorme. Donc, il y avait beaucoup de gens qui ont voulu faire quelque chose contre ces pertes de niveau économique, mais c'était très dangereux en même temps de manifester une résistance au travail. Donc, c'était subtil avec les vols. Ils ont essayé de voler ce qu'ils pouvaient dans les usines et soit les utiliser ou les vendre. Et en plus, il n'y avait pas, comme pendant le Front populaire, ou même après, la protection des syndicats, parce que le régime de Vichy a éliminé des syndicats indépendants et pendant la guerre, les ouvriers de Paris avaient une nostalgie très grande
pour le Front populaire quand il y avait des syndicats qui luttaient mieux pour leurs intérêts et pouvaient les protéger mieux que les syndicats de Vichy. Et justement, par rapport à ça, ce que tu montres dans ton livre, c'est qu'il y a, au fur et à mesure de la guerre, de l'occupation, il y a des conditions de travail qui sont toujours plus mauvaises, Oui. avec un allongement progressivement de la journée de travail qui va jusqu'à 50 ou 60 heures, et des rations alimentaires qui sont de plus en plus faibles, des conditions de travail donc qui s'empirent, et en même temps, des autorités françaises et des syndicats qui protègent toujours moins les intérêts des ouvriers et des ouvrières, les occupants allemands qui sont toujours moins accommodants vis-à-vis des revendications des ouvriers et des ouvrières françaises, et du coup ça va amener à une défiance de plus en plus forte des ouvriers et des ouvrières françaises vis-à-vis de l'occupation et vis-à-vis de la collaboration. C'est presque une espèce d'autre entrée disons, dans la résistance, ou du moins disons, dans la défiance vis-à-vis du régime d'occupation et de collaboration, qui n'est pas un biais directement politique à travers voilà, le ralliement à la France libre ou au Parti communiste, mais simplement une défiance vis-à-vis du régime politique qui était considéré comme responsable de la situation économique et sociale et des conditions de travail. C'est très intéressant ce que tu viens de dire, parce que qu'est-ce que c'est la résistance? C'est une question fondamentale. Et dans ma définition, c'est de travailler ou combattre contre l'occupation, contre la domination allemande. Et contre cette négativité, cette négation de travail pour les Allemands, même si c'était les petites grèves, même si c'était les petites vols, montre une résistance pour moi. Ouais. Ou le refus d'aller travailler en Allemagne aussi montre une sorte de résistance. Et là, ces refus, beaucoup de gens disent que le refus de service de travail obligatoire était le début d'une résistance française de masse. Et moi, je suis d'accord. C'est comment dirais the withdrawal, le refus de travailler pour les Allemands, pour moi, constitue une forme de résistance très importante. Oui, c'est effectivement une forme de résistance qui a souvent été méconnue ou parce que en général pas considérée comme politique, et donc comme on a une lecture finalement de la Seconde Guerre mondiale, de l'occupation, de la collaboration qui est exclusivement quasiment politique, on n'observe pas suffisamment le fait que il n'y avait pas simplement d'un côté le régime de Vichy, les collaborateurs et l'occupant allemand, et d'autre part les groupes politiques de résistance organisés, mais qu'il y avait aussi des travailleurs et des travailleuses plus ordinaires qui ont, au fur et à mesure de la guerre, au fur et à mesure qu'ils ont eu une défiance toujours plus forte vis-à-vis des autorités de collaboration et d'occupation, qu'ils rendaient responsables de l'aggravation des conditions de vie et des conditions de travail, eh bien, progressivement, ces gens-là, sans forcément passer par le biais des partis politiques ou des forces françaises libres, etc., ont commencé vraiment à résister de plus en plus fortement au nazisme et à la collaboration. Au début, sans forcément avoir une optique, disons, directement antifasciste et explicitement antifasciste, et de plus en plus avec l'association de l'occupant allemand et de la collaboration avec ces mauvaises conditions de travail, eh bien là, de plus en plus de manière explicitement antifasciste. Oui, je suis d'accord, sauf que je veux défendre l'historiographie française, parce qu'il y a de très bonnes œuvres sur le service du travail obligatoire et sur cette période en général, qui montrent, comment dirais-je, les zones d'ombre dans tout ça et toutes les nuances de la situation.
c'est une chose. Mais dans le point majeur, je pense que tu as raison. Et je dirais, sur Vichy, il y a une lutte des gens urbains ou une aliénation des gens citadins dans les villes, évidemment, contre un régime qui paraisse défendre les intérêts ruraux et traditionnalistes et qui ne pourrait pas nourrir les villes. Et là, c'est dans mon interprétation de l'histoire française qu'un régime ne peut pas nourrir une ville, donc il y a des problèmes très graves. Oui, c'est-à-dire que la légitimité du régime de Vichy Oui. était effectivement fortement entamée par le fait qu'il était incapable effectivement d'assurer des conditions de vie et de travail. Et effectivement, ça allait de pair avec son idéologie qui favorisait énormément les intérêts agraires. Oui. Ce qui fait que c'est vrai que là, il y a vraiment une fracture entre les paysans et les ouvriers dans cette période. C'est-à-dire les paysans qui étaient plutôt favorisés, entre guillemets, par le marché noir, par la promotion idéologique liée à Vichy, Ouais. et qui est finalement assez, si on replace ça sur une histoire de longue durée, on a fait une émission sur l'histoire de l'agriculture capitaliste en France. Ah. Il y a eu historiquement en France, même sous la Troisième République, une espèce d'alliance entre la bourgeoisie et la paysannerie contre les ouvriers. Et donc là, on la retrouve encore une fois. Non, très, très bien dit. J'ai jamais pensé à ça. Et une chose, je veux ajouter, c'est très intéressant de voir l'histoire des bombardements alliés en France. Parce que dans les archives de police, les indicateurs, les flics ont dit, il y a beaucoup de sympathie envers les Alliés, malgré les bombardements qui ont tué à la fin 60 000 Français. C'était le deuxième pays de l'Europe plus touché, après l'Allemagne lui-même. Mais les Français, la majorité, a dit, on comprend la raison pour laquelle les Alliés ont bombardé nos usines, parce que nos usines travaillaient 100% pour l'effort de guerre allemand. Oui, et ce qui fait que, en fait, les travailleurs et les travailleuses français finissaient par rejeter, en fait, sur les autorités allemandes et sur le régime de Vichy, la responsabilité des morts dans le bombardement. Et exactement. En majorité, et le contre-attaque du régime de Vichy propagandiste n'a pas eu grand effet. Oui, il y a des affiches en critiquant la barbarie, soi-disant, des Alliés, mais selon les indicateurs de la police, ça n'a pas été très efficace. Et justement, au fur et à mesure que la population ouvrière voyait que les Alliés étaient en train de gagner la guerre, là, il va y avoir une multiplication des actes de résistance au travail. Peut-être on pourrait en parler un petit peu. Oui, non, mais c'est intéressant parce que j'ai vu des documents dans les archives de la police en disant que les ouvriers français sont très favorables aux Alliés depuis leur invasion de l'Afrique du Nord. Ils souhaitent une victoire alliée tout de suite. Ils demandent la libération tout de suite. Et ils sont très déçus qu'il a fallu plusieurs années après ça pour libérer la France. Oui, c'est-à-dire que globalement, à partir de fin 1942, du coup, qui est le moment du débarquement allié en Afrique du Nord, il y a de plus en plus les travailleurs et les travailleuses, notamment de Paris, mais aussi de Lyon, des grandes usines aéronautiques, vont de plus en plus multiplier les actes de résistance au travail. Et, ça peut être intéressant justement de voir le basculement de forme de résistance au travail qui finalement était assez classique, c'est-à-dire le sabotage individuel, le vol, l'absentéisme, des petites grèves, etc., qui tenait compte effectivement de contraintes énormes, à quelque chose qui bascule vers quelque chose de beaucoup plus important. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que ça montre que, en fait, il est possible même d'organiser la résistance au travail de manière beaucoup plus large
Et bon, c'est ce qu'on va retrouver aussi en Italie dans les années 70, c'est-à-dire que la résistance au travail, en France, elle a commencé de manière plutôt individuelle, parcellaire, etc., en continuation des pratiques qui existaient déjà avant. Mais on voit, bon, on l'a vu déjà au moment du Front populaire, qu'il pouvait y avoir une organisation des ouvriers pour diminuer les cadences. On peut le voir aussi, Bruno Astarion en a parlé dans son émission, des usines aux États-Unis où globalement les ouvriers fixaient collectivement combien est-ce qu'ils allaient travailler par jour, ce qui est extrêmement marrant parce que du coup ça casse un peu l'image, par exemple, l'histoire un peu marxienne de la subsomption formelle à la subsomption réelle, c'est-à-dire le passage de les ouvriers maîtrisent la vitesse du processus de production, leurs conditions de production, et à partir du moment où elles sont mises dans l'usine, ils maîtrisent plus rien. Et là, on voit qu'en fait, ils arrivent quand même à maîtriser. C'est intéressant de voir. Et du coup, voilà, dans l'occupation, qu'est-ce qu'il y a comme, enfin, à la fin du coup de l'occupation en 43-44, quelles sont ces nouvelles formes un petit peu très organisées parfois de résistance au travail? Et c'est très intéressant parce qu'il y a très peu de documentation sur les grèves à Paris pendant 44. Dans le printemps et dans l'été de 44, juste avant et après la libération en août 44. Parce que les gens disent les 68, mai 68 était la plus grande grève de l'histoire de France. Et ils ont probablement raison. Mais je me demande, du point de vue parisien, même si ces grèves à Paris pendant la libération étaient plus grand que le Front populaire et même seulement parce qu'il y avait des moments de libération différents en France en 44, même s'ils étaient plus grands que mai 68. Je veux dire que comme aux États-Unis, les gens ont fêté la victoire alliée, comment ne pas aller travailler? Ce que je pense qui est intéressant par rapport à ça, c'est que par rapport à 68, où en plus, bon, voilà, comme tu l'as montré, ou comme Bruno Astarian l'a montré, il n'y a pas eu de grève générale insurrectionnelle, enfin voilà, c'est loin de là. Là, pour le coup, en 44, on est vraiment sur des formes beaucoup plus offensives, de sabotage systématique, des transports allemands. Oui. Et même les bus parisiens, ouais, même les cars parisiens, des choses comme ça, qu'on n'a pas beaucoup de documentation, oui, ça n'existe pas, ce que j'ai vu, peut-être que ça existe quelque part, mais ça serait une étude très intéressante de voir comment les ouvriers ont réagi avec la libération, point de vue résistance au travail et grève. Oui, c'est intéressant parce qu'on voit comment est-ce que des formes d'action qui partent d'en bas peuvent quand même affecter relativement, peut-être moins que les bombardements alliés, comme tu le dis, mais peuvent quand même affecter assez sérieusement les flux urbains, etc., etc. C'est-à-dire que sabotage du métro, sabotage des bus, sabotage des chemins de fer. Donc on voit un petit peu, ça résonne un peu avec des mots d'ordre politique aujourd'hui, de bloquer les flux et tout ça. Et c'est intéressant de voir que la résistance française, qu'on a beaucoup dépeint comme dans les maquis ou les divisions blindées de Leclerc et de Gaulle, il y a aussi cet aspect finalement qui, pour aujourd'hui, effectivement, apparaît comme beaucoup plus subversif. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'on en a moins parlé historiquement, quoi. Et en plus, il y avait juste après-guerre, quand les communistes étaient partis du gouvernement, ils ont demandé aux ouvriers de travailler pour la reconstruction. Ils avaient un discours d'économiste. Ouais. Et donc c'était une sorte de continuation du travail de Vichy et les Allemands pendant la guerre même. Ouais. Oui, et c'est intéressant d'ailleurs parce qu'on a fait une émission justement sur les grèves de 1947-1948 en France où les mineurs qui depuis 1944 bouillonnaient
qu'on avait finalement restauré quasiment les mêmes conditions de travail que sous l'occupation, bon, un peu moins pire, mais que finalement les contremaîtres étaient toujours là, les cadences étaient toujours là, les objectifs de production toujours plus élevés étaient toujours là. Et c'est là où on voit d'ailleurs, une fois de plus, comment est-ce que le Parti communiste, tu le montres bien dans ton livre, en fonction des impératifs, de la stratégie du Comintern, passe du coq à l'âne, c'est-à-dire qu'en 46 c'est la bataille pour la production, produire c'est la plus haute forme du devoir de classe, comme disait Maurice Thorez. Et puis en 47, comme ils sont exclus du gouvernement, là ils commencent un petit peu à écouter les mineurs qui, eux, en ont marre de travailler comme pas possible depuis 40, voire même avant, quoi. Et c'est intéressant, effectivement, de voir ça. Non, absolument, parce que, comme tu le sais bien, c'était les mineurs, les grèves de mineurs, qui ont vraiment commencé la résistance ouvrière aux Allemands. Une grève au début de l'occupation, ou peut-être plusieurs mois après, qui était très dangereuse pour eux. Et il y avait des centaines qui étaient déportés, si je me rappelle bien. Oui, c'est en 1941. Oui, 41. Dans le Nord-Pas-de-Calais. Oui, Nord-Pas-de-Calais, avec Belgique, les mineurs les mineurs belges aussi ont fait grève. Non, mais ces grèves sont très bien décrites par les historiens à l'époque. Encore une fois, effectivement, toute la question des transports et en même temps de l'énergie étaient effectivement les choses les plus dangereuses. Et c'est pour ça d'ailleurs que la répression à la résistance au travail dans ces secteurs a été la plus violente par les Allemands. Absolument. Et bien sûr, il y avait des grèves des mineurs aux États-Unis, en Angleterre, mais ces pays-là, on essaie plus ou moins d'intégrer les syndicats dans l'effort de guerre. Oui, Vichy aussi, mais c'était les syndicats pas croyables pour beaucoup d'ouvriers, mais en Angleterre, aux États-Unis, c'était les syndicats plus ou moins indépendants. C'est effectivement extrêmement intéressant de relire un petit peu la question de l'occupation et de la résistance en France à travers cette perspective de la résistance au travail qui, et ça je pense que c'est quelque chose d'intéressant, qui lui donne là dans ce contexte-là, qui montre bien que la résistance au travail, c'est bien une résistance qui peut être, même si elle n'est pas que ça, politique, même si c'est pas forcément son premier objectif systématiquement, mais qu'elle peut bien avoir des effets politiques qui sont très importants, que ça peut avoir des effets politiques, effectivement, de casser un petit peu l'effort de guerre. Tim Mason a montré ça aussi, comment est-ce que les ouvriers allemands avaient fini en fait incidemment en 36-37 par casser un peu l'effort de guerre allemand, par leur résistance au travail, et même encore en 39-40. Et je pense que ça, c'est effectivement quelque chose d'intéressant aujourd'hui. Comment est-ce que la résistance au travail exprime à la fois presque une espèce de réaction anthropologique, de refus des contraintes extérieures, comme le travail capitaliste, et en même temps que ça peut avoir des effets politiques vraiment intéressants. Oui, non, mais je pense que quand la résistance du travail réussit à atteindre un certain niveau, là, il devient politique, parce qu'un État ne peut pas supporter que beaucoup de gens, beaucoup d'ouvriers résistent au travail, et la productivité, la production baisse beaucoup. Donc l'État doit intervenir, et donc il y a une sorte de lutte de classe là. On va dire en temps normal, c'est aussi la forme de résistance la plus efficace et qui coûte le moins. On le voit bien pendant l'occupation, parce que faire une grève générale, c'était pas possible, quoi. Mais on voit bien comment est-ce que finalement, le travail étant la base de la société capitaliste, comment s'y attaquer à des effets qui peuvent être très importants sur un État, et notamment sur l'effort de guerre allemand et vichysois, quoi. Oui, et sur n'importe quel État capitaliste ou même socialiste jusqu'à aujourd'hui.
Et ben, je pense que c'est une belle conclusion de finir comme ça. En tout cas, on te remercie, Michael, et on parlera, pour prolonger un peu cette émission, dans une autre émission, on parlera d'une histoire critique, des antifascismes à la fois staliniens et conservateurs, qui, eux, notamment après 1944-1945, réinstauraient des sociétés capitalistes ou capitalistes d'État qui placent le travail au centre et qui forcent les gens qui avaient pourtant espéré que la libération serait en même temps une révolution, en fait finalement à retourner à un état des choses relativement similaire, analogue à ce qui était avant. Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes. La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle. Mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle. Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne. Une société raciste n'est pas la collection composite de groupes hétérogènes, mais fonctionne suivant un système de relations entre groupes de pouvoir inégal. Non, la race n'existe pas. Si, la race existe. Non, certes, elle n'est pas ce qu'on dit qu'elle est, mais elle est néanmoins la plus tangible, réelle, brutale des réalités.